Voilà, messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial sur Gabon 24. Le 16 octobre 2020, le gouvernement gabonais a décidé, au cours d'une conférence de presse, de l'allègement des mesures restrictives liées à la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Ainsi, le couvre-feu a été ramené de 22h à 5h du matin. Les églises et les restaurants sont autorisés à rouvrir à compter du 30 octobre courant. Ce sont là quelques-unes des mesures prises par le gouvernement gabonais pour parler de l'applicabilité de ces mesures. Je reçois le docteur Guy-Patrick Obiondo, ministre gabonais de la Santé. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci, madame. Peut-être pour commencer, monsieur le ministre, quelle est aujourd'hui la situation épidémiologique qui prévaut au Gabon? Et je remercie Gabon 24 pour me donner l'opportunité de pouvoir édifier la population sur la situation épidémiologique de la Covid-19 dans notre pays, mais également pour pouvoir peut-être mieux expliquer pourquoi ces mesures d'allègement. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 000 tests de dépistage de la Covid-19 réalisés. Nous avons plus de 8 800 cas positifs et sensiblement 8 400 personnes guéries, soit 95,1%. Nous avons aujourd'hui 400 cas actifs et nous avons un taux de positivité qui avoisine les 4,0%. Ce sont des indicateurs importants. Ce sont des indicateurs qui permettent à un gouvernement d'apprécier l'efficacité d'une stratégie de riposte qui a été mise en place. Donc, ces différents indicateurs qui nous ont permis de booster la riposte contre la Covid-19 avec plus de 94% des personnes guéries ont fait en sorte que le gouvernement puisse prendre un certain nombre de décisions, notamment celle de pouvoir alléger les mesures restrictives qui ont été prises pendant la période active de la crise. Et justement, monsieur le ministre, quel est l'intérêt aujourd'hui? On se pose la question pour le gouvernement d'alléger ces mesures, d'autant que dans l'opinion, il se dit que ces mesures d'allègement sont déguisées, qu'elles cacheraient autre chose. Non, pas du tout. Je pense que nous avons, sur le plan épidémiologique, un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs constituent des baromètres pour le suivi, la surveillance épidémiologique. Et comme je vous le disais, nous avons un taux de positivité qui est aujourd'hui autour de 4%, avec un taux d'attaque autour de 1,7%. Ce taux d'attaque au mois de mai est autour de 20, et le Gabon faisait partie des pays d'Afrique qui avaient le plus grand taux d'attaque, c'est-à-dire une personne pouvait contaminer 20 personnes. 6 mois après, nous avons un taux d'attaque autour de 1,7%, c'est-à-dire une personne peut contaminer entre une ou deux personnes. Ces résultats encourageants, ces résultats satisfaisants que nous avons obtenus sont le fruit des mesures qui ont été prises par le gouvernement sur les très hautes instructions du président de la République. Le 12 mars 2020, lorsque nous avons eu le premier cas, la population a regardé le gouvernement. La population a demandé au gouvernement quelle était la stratégie que le gouvernement gabonais, que les plus hautes autorités de l'État allaient prendre pour pouvoir limiter l'impact de la Covid-19 dans notre pays. Le gouvernement a pris la décision et la population nous a suivis. Et aujourd'hui, nous avons des résultats encourageants. Donc, cette confiance qui a été établie entre le gouvernement et la population dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 doit se poursuivre. Et c'est pourquoi, au regard des indicateurs actuels de satisfaction, de performance, le gouvernement estime qu'il faut alléger progressivement. C'est un allègement d'essai, c'est un allègement d'expérimentation, c'est un allègement progressif. Parce que pourquoi nous sommes obligés de faire de l'essai? Pourquoi nous sommes obligés de faire de l'expérimentation? Parce que lorsqu'on observe les autres pays, je vous ai dit qu'on avait un taux de positivité autour de 4%. Les pays comme la France ont eu un taux de positivité de moins de 1%. Pour eux, l'épidémie était finie. On ne parlait plus de Covid. On pouvait passer à autre chose. Et il y a eu ces relâchements, plutôt l'allègement systématique de toutes les mesures restrictives. Et qu'est-ce que ça a occasionné? Ça a occasionné la survenue de la deuxième vague, qui est aujourd'hui beaucoup plus nocive que la première, avec sensiblement des centaines de morts par jour, avec des cas de réanimation, de cas de personnes qui sont hospitalisées
en réanimation. Ces pays, finalement, qui n'ont pas été assez alertes, parce que, pourquoi je dis assez alertes? Parce que nous avons face à nous un inconnu. C'est la Covid-19, c'est le virus. On ne sait pas comment le virus se comporte demain, comment il se comportera demain, comment il se comportera après-demain. Donc, il y a un principe de précaution que nous devons avoir pour éviter des surprises. Et nous avons tous vu, lorsqu'on compare les pays asiatiques par rapport aux autres pays, c'est-à-dire les pays où la population, malgré la tendance baissière, malgré la stabilisation de l'épidémie, mais sont ces pays où la population est restée dans la stricte application des mesures barrières, nous observons une certaine accalmie, une certaine stabilisation de l'épidémie. Lorsqu'on compare ces pays aux autres pays qui ont procédé à un relâchement systématique, vous voyez aujourd'hui la deuxième vague avec cette saturation hospitalière, ce nombre de décès, et c'est pourquoi, sur les hautes instructions du président de la République, le gouvernement a pris ces mesures d'allègement prudentielles pour aller étape par étape. C'est l'essai. On retient donc, Monsieur le ministre, que la tendance est à la baisse, mais qu'il faut rester prudent. Mais aujourd'hui, les rassemblements sont limités à 30 personnes. On aimerait savoir qu'en est-il pour les lieux de culte? Écoutez, les rassemblements ont évolué. Nous sommes passés de 10 à 30%, à l'exception de certaines dérogations. Nous sommes passés de 10 à 30%. Cette décision s'applique à tout le monde, aussi bien aux lieux de culte, aux restaurants, mais également à tous les espaces publics et privés qui peuvent recevoir les gens. Monsieur le ministre, pour avoir des cas concrets, on a la mosquée Hassan II et l'église, par exemple, la cathédrale Sainte-Marie, qui ont une capacité d'accueil exceptionnelle, ou l'église Saint-Michel de Quimbo, par exemple. Pourquoi limiter à 30 personnes dans ce genre de lieu de culte? Le principe n'est pas lié à la capacité d'accueil de l'église. Le principe, c'est d'abord de restreindre le nombre de personnes dans une église. Nous sommes passés de 10 à 30. Et maintenant, nous allons passer, durant cette période d'observation, si effectivement ces rassemblements, que ce soit au niveau des lieux de culte, que ce soit au niveau des restaurants, que ce soit au niveau des transports, entraînent une augmentation du nombre de cas, on va devoir à nouveau réduire de 30 à 10. Limiter à 30. Si maintenant nous nous rendons compte qu'après une période donnée, avec 30 personnes, le nombre de personnes limité à 30 personnes, on se rend compte qu'il y a une stabilisation constante. À partir de là, le gouvernement peut décider de passer de 30 à 100, voire 200 ou 300. C'est pour dire que c'est une démarche progressive, c'est étape par étape, ne nous précipitons pas. Nous sommes face à une maladie meurtrière. Nous sommes face à une maladie qui constitue aujourd'hui un véritable danger de notre système de santé mondial. Nous n'allons pas gérer une maladie avec de l'émotion. On ne gère pas la santé avec l'émotion. Un médecin qui vous traite avec l'émotion ne va jamais vous soigner ou vous guérir. Monsieur le ministre, est-ce qu'il ne fallait pas là laisser les leaders religieux face à leurs responsabilités, d'autant que beaucoup avaient déjà pris des précautions dans la limitation du nombre de fidèles qui devraient avoir accès? Je pense que lorsqu'on a eu le premier cas, il y a eu une grande messe à Rambo avec la société civile, avec tous les différents participants. Et il y a eu cette confiance qui a été donnée au gouvernement, il y a eu ce quitus qui a été donné au gouvernement pour gérer la crise sanitaire. Alors, on ne comprend pas aujourd'hui toutes ces interventions qui, aujourd'hui, créent de l'hésitation et la psychose au sein de la population, au moment où la population a besoin de plus de sérénité dans la gestion de la crise. C'est avec beaucoup de fierté qu'on parle du Gabon à l'étranger. C'est avec beaucoup de fierté qu'on parle du Gabon à l'international. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous, Gabonais, nous disons que nous avons pu contenir la pandémie de la Covid-19. Mais maintenant, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il faut se précipiter pour pouvoir faire un relâchement, pour pouvoir se dire qu'aujourd'hui, OK, la stabilisation, la courbe, elle est à la baisse, on va tout ouvrir. On dit non, ce n'est pas possible. L'approche prudentielle, être prudent, le principe de précaution s'impose. Et c'est ce que le gouvernement va appliquer, c'est-à-dire toujours maintenir cette approche prudentielle. On assiste, Monsieur le ministre, à un bras de fer entre l'Église et le gouvernement après la déclaration de rouvrir les lieux de culte le 30 octobre prochain. L'Église
catholique notamment persiste dans sa position de rouvrir, de reprendre les activités le 25 de ce mois en faisant mention du principe de l'article 1er de la Constitution gabonaise dans son alinéa 2 qui stipule, je cite, « la liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion sont garanties à tous sous réserve du respect de l'ordre public ». Pouvez-vous situer les Gabonais, monsieur le ministre? Je pense que le gouvernement a fait sa communication et la communication du gouvernement est claire. Le 30 octobre, nous allons procéder à l'ouverture des lieux de culte. Le 30 octobre. Cela voudrait dire que nous donnons 2 semaines aux responsables religieux de pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en place de dispositifs sanitaires et sécuritaires. Le 30 octobre, le gouvernement autorisera les lieux de culte à pouvoir ouvrir. On n'a pas une autre date, c'est la date du 30 octobre. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'asseoir, gouvernement et leaders religieux, pour trouver ensemble un modus operandi? Je pense qu'il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Je pense que la religion ne se limite pas à une prise de position de certains leaders. La religion, c'est un ensemble de mouvements religieux. Et certains leaders ont peut-être pris de la position, mais nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit et l'état de droit dit qu'il y a une instance et un gouvernement, et c'est le gouvernement qui décide. Vous et la décision qui a été prise, c'est le 30 octobre. Monsieur le ministre, sur l'Église catholique, parce qu'il y a eu des précisions qui ont été faites par vous-même et par votre collègue, monsieur le ministre d'État à l'Intérieur, monsieur Lambert Noël Mata, sur la façon dont devraient se dérouler les cultes, chose qui aurait fustigé l'opinion. Qu'en sera-t-il de la communion dans l'Église catholique, puisque la dîme, les offrandes se feront par mobile money? Est-ce que la communion, on ne peut pas la donner en esprit, on ne peut que la donner physiquement? Mais la communion, c'est la célébration de l'Eucharistie. Mais il faut dire que... Et c'est le cœur même de la célébration eucharistique. C'est le cœur de la célébration eucharistique, mais la religion, elle est d'abord spirituelle. La religion, ce n'est pas de la matière, elle est spirituelle. Lorsqu'on prend la communion, effectivement, ce n'est pas tant l'action de prendre la communion, mais c'est l'essence spirituelle de cette communion qui est essentielle. Monsieur le ministre, ce qui fait en sorte donc que vous pouvez assister à une messe aussi bien de manière présentielle qu'à la télévision, et vous avez cette même satisfaction spirituelle. Donc, à partir de cet instant, on ne va pas rentrer dans les détails. Nous, ce que nous disons, c'est que les lieux de culte, aujourd'hui, sur le plan scientifique, nous suivons tous l'actualité. Est-ce qu'il y a eu des clusters dans les marchés? Est-ce qu'il y a eu des clusters dans d'autres espaces publics ouverts? Mais les espaces qui ont posé problème, ce sont des espaces clos. Et notamment les lieux de culte. On le voit dans d'autres pays. Voilà, dans d'autres pays. Mais au Gabon, on a vu que les marchés sont restés ouverts lors du confinement total, même du Grand Libreville. Aujourd'hui, on exige des tests PCR pour entrer dans une église, pour entrer dans un restaurant. Monsieur le ministre, comment ça se fait quand on n'exige pas de tests pour aller, par exemple, dans un taxi ou au marché de Montblanc? Je vais vous expliquer 2 choses. 2 facteurs essentiels qui sont déterminants pour la contamination à la Covid-19. 2. L'environnement dans lequel on se trouve et le temps qu'on passe avec autrui. L'environnement, ce sont les espaces clos aujourd'hui qui sont les plus exposés à la contamination. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans un espace clos, si on fait plus de 15 minutes avec une personne dans un espace clos, les postillons que nous rejetons pendant plus de 15 minutes peuvent effectivement contaminer une personne qui est en face de nous. Mais il y a le masque, monsieur le ministre. Au niveau du marché, vous êtes une femme, vous allez souvent au marché. Dites-moi que vous mettez plus de 15 minutes avec une commerçante. Sauf si vraiment vous avez et pourtant, les échanges se font très physiques, les gens se touchent au niveau de l'ancienne gare routière. Il y a parfois des difficultés à avoir un transport en commun et là, il peut y avoir effectivement un cluster de contamination. C'est pourquoi je vous ai dit que la pandémie de la Covid-19 n'est pas propre au Gabon pour dire que le Gabon invente un certain nombre de théories. C'est lié au constat. Vous avez l'histoire de Mulhouse, dans l'église à Mulhouse. Le premier cluster, il a été découvert. C'est à partir de Mulhouse qu'on a toute cette catastrophe sanitaire qui a pris de l'ampleur au niveau de la France.
Donc, il faut être prudent. C'est parce que nous avons vu les autres mettre en place un certain nombre de dispositions que nous nous adaptons ces dispositions, ces stratégies sur le plan national. Donc, à partir de ce moment, nous disons que, comme je l'ai dit, on ne gère pas une crise sanitaire avec de l'émotion. On gère une crise sanitaire sur la base des données factuelles. Et les données factuelles, c'est de savoir combien de malades nous avons, combien de décès nous avons, combien de personnes qui sont guéries, et quelles sont les hypothèses s'il y a un relâchement. C'est ça. Ce n'est pas de la perception, ce n'est pas virtuel, ce n'est même pas de la spiritualité. C'est tout simplement des faits factuels qui nous permettent de pouvoir apprécier et de pouvoir décider. On a vu l'adhésion des populations par rapport au test PCR depuis le début de cette pandémie au niveau du Gabon, du fait qu'il était gratuit. Plusieurs personnes allaient notamment au laboratoire professeur Daniel Gaouma, mais aujourd'hui, il est payant. Monsieur le ministre, quel est l'intérêt aujourd'hui pour les autorités de rendre ce test payant? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la relance de l'économie. Et lorsque vous suivez l'actualité, le pétrole se vend difficilement, les matières premières se vendent difficilement. Les entreprises ont connu des grandes difficultés sur le plan économique à cause du confinement. Parce que tout simplement, au niveau mondial aussi, l'activité économique n'est pas assez forte. Donc, le fait de demander cette participation, c'est pour contribuer à l'approvisionnement régulier en tests. Je vais vous dire quelque chose. Rien que le réactif, le simple réactif, coûte pour faire le test de la Covid-19, il coûte 13 000 francs. Rien que le simple réactif. Si on regarde tous les petits consommables pour faire le mélange et pour faire le test, ce test passe de 30 à 40 000 francs. Si on regarde tout ce qu'un médecin, le technicien, met comme équipement de protection individuelle, ce test passe de 50 à 90 000, voire 100 000 francs. Monsieur le ministre, le chef de l'État a dégagé une enveloppe considérable au début de la pandémie. On parle de plus de 250 milliards. Est-ce que ces fonds ont été épuisés, puisque beaucoup demandent d'ailleurs au COPIL la gestion de ces fonds? Vous savez, le plus grand drame, c'est celui qui ne veut pas comprendre. Je pense que l'histoire des 250 milliards a été expliquée à plusieurs reprises par le ministre de l'Économie. La répétition est pédagogique, monsieur le ministre. Qu'il a précisé que les 250 milliards étaient des facilités bancaires pour les entreprises qui étaient en difficulté liées au confinement. Aujourd'hui, plusieurs n'ont pas encore repris leurs activités. Le coiffeur au quartier, le tenancier du débit de boisson, mais il faudra désormais payer le test pour se rendre soit à l'église ou au restaurant. Comment on fait, monsieur le ministre? Écoutez, c'est un dispositif sanitaire. Le test, vous savez combien le test coûte dans d'autres pays? Vous savez combien le test coûte dans des pays voisins? Renseignez-vous et vous verrez que la tarification qui a été faite dans notre pays, c'est une tarification qui permettra à ce que la population puisse participer. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons une situation d'accalmie, certes, mais on ne sait pas ce que demain nous réserve. On ne sait vraiment pas ce que demain nous réserve. Certains pays, comme je le disais, qui ont pensé avoir maîtrisé la pandémie, se sont retrouvés très surpris par cette flambée épidémique. Donc à partir de cet instant, on ne peut pas se comporter comme si on maîtrisait tout, comme si tout était calme et comme si la crise était finie. La crise sanitaire de la pandémie 19 est loin d'être finie, donc il est important pour nous de pouvoir être vigilants, de faire preuve de précaution pour éviter qu'on se retrouve dans une autre catastrophe sanitaire. Aujourd'hui, on parle des églises et des restaurants, monsieur le ministre, mais dans quelques semaines, dans quelques jours, il y aura la rentrée des classes. Est-ce que le test sera également obligatoire au niveau des établissements scolaires ou universitaires? Et comment cela se fera-t-il? Alors, si vous remarquez bien la stratégie du gouvernement, cette stratégie porte sur les activités essentielles et les activités non essentielles. Aller au restaurant, c'est une activité non essentielle. Aller à l'église, monsieur le ministre. Bon, après, aller à l'église, je parlerai peut-être plus de l'école. Après 8 mois de fermeture. 8 mois de fermeture de quoi? Des lieux de culte. Le plus important aujourd'hui, comme vous avez dit, la religion, elle est spirituelle. Et vous le savez mieux que moi, que dans la Bible, elle dit, lorsque 2 ou 3 personnes sont réunies, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière peut se faire à la maison, la prière peut se faire dans son bureau, la prière peut se faire partout. L'école étant donc une activité essentielle. L'école étant donc une activité essentielle, nous allons faire de l'essai. Nous allons essayer
l'ouverture des classes. Et nous allons mettre en place des brigades de contrôle. Si effectivement la rentrée des classes entraîne le développement des clusters, nous allons devoir suspendre les cours. Monsieur le ministre, C'est une approche finalement, vous voyez que ce n'est pas une approche qui est exclusivement réservée aux églises. C'est une approche globale, c'est une approche systémique qui permet d'aller progressivement pour nous permettre de pouvoir rapidement identifier une petite explosion qui peut entraîner des effets beaucoup plus grands. Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement est prêt à respecter les 30 personnes maximum par classe? Le gouvernement a pris des dispositions. Ces dispositions seront communiquées par le ministère de l'Éducation nationale. Mais lorsque le ministre de l'Intérieur a parlé, il a bien dit qu'il y aura des dérogations spéciales sur des activités essentielles. Ça veut dire que sur ce qui est considéré comme activité essentielle, une dérogation peut se faire, passer de 30 à 60, voire de 100 personnes. Est-ce qu'il n'y a pas risque de créer des clusters à ce niveau-là? Il y aura toute une surveillance qui sera mise en place. Nous avons des brigades de contrôle qui seront mises en place pour pouvoir faire des tests, essayer, faire des sondages aléatoires, prendre quelques personnes et puis les tester. Et puis si ces personnes sont positives à ce moment, des décisions seront prises. Vous savez, on n'a pas une stratégie figée en matière de riposte contre la Covid-19. C'est une stratégie adaptée par rapport au contexte, par rapport à la situation du moment. Vous comprenez que les parents sont inquiets, surtout les petits bouts, il faudra les envoyer à l'école ou pas? Mais c'est pourquoi je vous ai dit, nous allons commencer par essayer, par tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, il ne faut pas avoir honte de reculer. Si ça ne marche pas, on refermera les classes, on va mettre en place d'autres nouvelles mesures. Mais comprenez que derrière toutes ces mesures, l'objectif, il est unique, c'est de protéger la population gabonaise. Avec un confinement obligatoire de 7 jours exigé aux personnes testées positives, quid des cas contacts? Les cas contacts, il y a toujours l'équipe de la surveillance épidémiologique qui existe et qui continuera à faire en sorte que lorsque nous avons un cas positif, il faut tout de suite rechercher les cas contacts. Le cas positif, il sera isolé pendant 7 jours et le cas contact, il y a tout un dispositif sanitaire qui sera mis en place pour pouvoir gérer ce cas contact en espérant que ces personnes ne positivent pas. On ne le souhaite pas, Monsieur le ministre, mais en cas de deuxième vague, est-ce que le Gabon est prêt à supporter? Vous voyez que le Gabon a fait de gros investissements sur le plan sanitaire. Nous avons aujourd'hui un laboratoire qui nous permet de réaliser, qui a la capacité de réaliser plus de 10 000 tests jour. Nous avons implanté des laboratoires dans toutes les provinces du Gabon. Aujourd'hui, toutes les provinces disposent d'un appareil à PCR. Nous avons un hôpital de campagne avec une capacité de 300 lits. Nous avons renforcé aussi, vous avez vu, nous avons fait les tournées à l'intérieur où nous avons renforcé en capacité litière nos différentes structures sanitaires, même en termes de respirateurs. Nous avons renforcé le dispositif. Et là, vous verrez, nous allons réceptionner dans le tout prochain jour un deuxième hôpital de campagne avec tout un arsenal médical qui permet de pouvoir prendre promptement les personnes testées par le Covid-19. C'est un engagement du chef de l'État. Il a dit qu'il ne ménagerait aucun effort pour pouvoir protéger la population. Et ce que nous faisons. Il ne faudrait pas qu'on prenne, que le gouvernement soit considéré comme ceux-là qui ne veulent pas. Moi, je suis chrétien. Je suis père de famille, mes enfants vont à l'école. J'aimerais bien, effectivement, que tout soit bien, tout soit parfait, mais l'approche prudentielle, parce que lorsqu'on est responsable, surtout lorsqu'on frôle, lorsqu'il s'agit de la santé de la population, il faut toujours être prudent. Est-ce qu'il ne fallait pas... Aujourd'hui, par exemple, en Europe, qu'est-ce qui se dit aujourd'hui? On se dit à qui la faute? Tout est rejeté au gouvernement. Est-ce il que fallait par pas mesure procéder de prudence, au relâchement. Monsieur le ministre, il ne fallait pas laisser ces lieux de culte-là fermés? Je vous ai dit que nous avons des indicateurs. Je vous ai énoncé ces indicateurs dès le début de l'émission et ce sont ces indicateurs qui nous ont permis de pouvoir procéder à un allègement progressif. Il n'y a pas que les lieux de culte. Nous avons parlé des restaurants, nous avons dit que tous les restaurants sont ouverts. Et si vous vous souviendrez, au début, tous les restaurants étaient fermés.
Après, nous avons avancé d'un pas pour parler des restaurants avec terrasse. Et là, nous parlons des restaurants fermés. Nous avons fermé le ciel aérien pour tout ce qui est vol domestique. Après, nous avons évolué d'un pas en parlant d'une rotation de 3 vols par semaine. Et aujourd'hui, nous avons ouvert à nouveau le sol, l'espace aérien au niveau national. Mais par contre, vous verrez que nous n'avons pas augmenté le nombre de vols internationaux parce que tout simplement, la situation sanitaire à l'international reste préoccupante. Et si les choses vont de mal en pis, peut-être que nous allons refermer les frontières parce que tout simplement, l'objectif, c'est de protéger la population et protéger la population. Merci à vous, docteur Guy-Patrick Obiondo, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le ministre gabonais de la Santé. Nous retenons que la tendance est à la baisse, mais il faut rester prudent. Le virus circule toujours. Continuez chez vous de multiplier les gestes barrières et je vous dis à très vite sur Gabon 24.